Oui. Alors, le stade Marcel-Soula, vous avez les images là, donc réaménagement des vestiaires. Ensuite, nous avons terminé la rénovation de l'extérieur de l'église de la Madeleine. Ce chantier a beaucoup traîné et c'est seulement achevé à la février de cette année. Il faut dire que l'entreprise principale a joué de malchance, puisqu'un de ses employés a chuté d'un échafaudage, lequel a dû être sécurisé et validé ensuite par l'inspection du travail. Ça a pris du temps. Alors, la personne blessée, au départ, on a cru que c'était très grave. En fait, ça c'est pas eu de séquelles et ça n'est pas trop sorti. Mais cette personne blessée était le chef de chantier et l'entreprise était, donc, il manquait ce chef de chantier pour la suite des travaux, et en plus l'entreprise était souvent en sous-effectif car elle avait obtenu un chantier important sur Toulouse et voilà, donc elle me laissait un peu tomber. Heureusement que notre DST, Christophe Bertrand, a suivi ce chantier pour qu'il puisse se terminer. Ensuite, l'autre projet, c'est le chantier de l'hôtel de ville. Ce projet, tel qu'il avait été préparé par l'équipe précédente, ne nous convenait pas entièrement. Et nous avons demandé à notre architecte, Mme Boudel, de retravailler. En particulier, donc, il y a pas de Castro Catiolo qui ont travaillé avec elle pour que le projet soit amélioré. Pour assurer la subvention de l'État, nous avons dans une première phase aménagé la salle de conseil ici. Pour ceux qui l'avaient vu, c'est d'avant, donc ils ont vu le changement. Simplement, je pense qu'on n'a pas mis la climatisation. Mais pour le développement durable, la climatisation, c'est pas bon, hein, Pascal. Ensuite, nous avons fait quelques modifications sur ce projet. Donc, déjà, nous avons choisi de ne pas fermer le hall, comme c'était prévu, de faire un arrêt de l'ascenseur pour desservir le premier étage, de rajouter un escalier supplémentaire pour descendre de la salle des mariages afin d'augmenter la capacité, sinon elle aurait été limitée à 50 personnes. Ensuite, aménager le rez-de-chaussée en concertation avec les agents. Et dans une troisième phase, ensuite, on aménagera le deuxième étage, le premier étage. Le deuxième étage étant dans la phase 2, donc avec l'ascenseur. Le projet est prêt, maintenant, et nous espérons un début des travaux au 1er octobre. Ensuite, autre projet, donc, la couverture d'un deuxième terrain de tennis. Ce projet aussi a été initié par l'équipe précédente, c'était en 2016. Je précise d'ailleurs, je suis un peu attaqué sur ce sujet, que je ne portais pas ce projet dans mon programme de 2014, et je trouve qu'il est particulièrement injuste de m'accuser de favoritisme sur ce dossier. Ce n'était pas mon dossier au départ. Mais puisqu'il était là, on choisit de le continuer. Mais ce projet aussi a évolué, car un recul de 5 mètres par rapport à la voie nous a été imposé, ce qui provoque une réfection totale du terrain de jeu, et de plus le terrain qui est actuellement couvert est en mauvais état et dangereux puisqu'il y a des plaques qui dépassent, et donc il faut aussi être refait, il doit aussi être refait, et tout ça, ça augmente l'enveloppe de ce projet. Voilà pour les projets donc, qui étaient déjà engagés par l'équipe précédente. Alors maintenant, parlons des projets nouveaux. Certains sont finalisés et d'autres sont en cours. Sur le stade Marcel-Soula, donc en fait, c'est la même photo, mais ce qui est nouveau, c'est que ce terrain va être mis aux normes pour la compétition. Tu veux rajouter quelque chose, Daniel, ou pas? Tu veux rajouter quelque chose? Ensuite, dans les sports aussi, donc, on a l'extension du mur d'escalade. Voilà, qui avait fait partie des travaux de 2013 environ, quand on avait fait l'extension du gymnase pour les salles de sport de combat, donc qui avait été rajouté aussi à mur d'escalade. Et là, à la demande de l'association qui s'occupe de ça au niveau de la commune, ils nous ont demandé de l'agrandir et de prévoir quelque chose au-dessus à la porte, enfin un truc à dévers. C'était pas assez sérieux ce qu'on avait.
Ensuite, il y a là, donc l'aménagement de l'intérieur de l'église de la Manère. Ça, c'est pas l'intérieur. À l'intérieur, ceux qui le connaissent, il est vraiment en mauvais état en ce moment. Alors, ce projet avait été initié par l'équipe Lefebvre, puis abandonné par l'équipe Bassiani, qui avait choisi de commencer par la rénovation extérieure. Nous reprenons le dossier et le menons en concertation avec l'association paroissiale. Pensions pouvoir continuer avec les maîtrises d'œuvre choisies en 2012, mais ça n'a pas marché. Et nous allons devoir relancer un appel d'offres pour cette maîtrise d'œuvre. Cela va décaler le projet de quelques mois. Le choix de la maîtrise d'œuvre et le dossier de consultation des entreprises devraient se faire en 2019 et les travaux donc en 2020. Pour ce projet, donc, la demande de subvention est en cours auprès du conseil départemental. Autre projet, donc, l'extension des locaux de l'espace coworking. L'espace se révélait insuffisant par rapport à toutes les demandes et une partie du bâtiment était inutilisée. C'est le bâtiment donc, qui est à côté de la le bâtiment de la mégathèque, vous voyez, qui est proche de la 820. Ce bâtiment donc, il n'est pas utilisé, il devait servir pour loger un gardien. Cette idée avait été abandonnée, en partie d'ailleurs pour des raisons financières à ce moment-là. Nous choisissons donc d'amener cette partie et de l'utiliser pour compléter notre offre. Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tout simplement pour vous dire que c'est un espace, alors tout le monde ne le connaît pas, peut-être, mais ne l'a jamais utilisé ou fréquenté. Mais c'est un espace qui permet donc aux personnes qui ont des projets de travailler sereinement puisqu'ils sont proches de leur territoire et ils peuvent ainsi trouver d'autres compétences puisque un espace coworking ou un espace de télétravail, ça sert également à ça, à avoir de l'échange entre les personnes et de se compléter pour arriver à monter les projets. C'est un espace effectivement qui est surtout lié au télétravail et je tiens particulièrement à le développer, mais aussi qui permet de délocaliser des formations. Vous le savez, notre territoire est très loin de la métropole, mais pas loin en nombre de kilomètres, tout simplement en durée de trajet. Donc quand les personnes veulent se former, il leur faut souvent 1h30 à 2 heures pour atteindre les lieux de formation. Or aujourd'hui, grâce à des partenariats, nous arrivons à délocaliser les formations. Actuellement, nous avons une formation, et ça pourrait paraître un peu paradoxal, à des permis. Donc l'Aftral a déplacé sa formation théorique sur notre espace coworking et fait sur une plateforme ultérieure qui transporte les personnes gratuitement toute la partie pratique. Donc on a déjà fait, depuis qu'on est élu, 2 sessions de formation, il y en a de prévues encore à la rentrée. Et cet agrandissement va nous permettre aussi de recevoir toutes les formations qui sont présentées par la région et pour lesquelles les organismes cherchent des lieux pour délocaliser. Voilà. Merci Monique. Ensuite, donc, nous proposons, en concertation avec la police municipale et la gendarmerie, une extension du système de vidéoprotection et aussi nous avons relancé le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et je passe la parole à Jonas. Voilà, comme je n'ai pas à tourner la tête par rapport au diapo, je peux rester droit dans mes bottes et face au micro. Donc le CLSPD, comme a dit René, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est présidé par le maire et il est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants. Or, nous n'avons pas encore 10 000 habitants. Par contre, nous avons créé un CLSPD. Ce CLSPD qui réunit
des autorités, le procureur de la République, le préfet de la République, le président du conseil départemental et des autorités tout aussi prestigieuses, mais à moindre échelle peut-être au niveau de la renommée, c'est-à-dire le collège, la gendarmerie et les associations qui sont en charge de tout ce qui touche le social, le logement. Il y a le PH31 qui est invité au CSPD, la SNCF, ça peut vous paraître paradoxal, mais est invité aussi au CSPD. Et donc tout ce petit monde se réunit dans une réunion un petit peu monumentale pour dire on va faire le CSPD. Et ensuite il faut passer à l'action. C'est là où ça devient un peu plus délicat. Et comme les pistes sont vraiment énormes au niveau protection, prévention et sécurité, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur deux directions. Un, c'est toute la vie qui pourrait se passer dans la rue et dans l'espace public d'une façon large. Et donc on va monter un projet en particulier avec le foyer et il y aura d'autres partenaires. Et ensuite, il y a un projet qu'on a bien avancé, suffisamment avancé, c'est par rapport aux gens du voyage. Et ce projet il est plus large que ce que vous pouvez penser, parce qu'il y a les aires de passage et les espaces familiaux. Il y a plusieurs choses dans la problématique des gens du voyage. Donc, on est bien organisé, le donc ces phases actives sont, le mot n'est pas très beau, c'est des cellules. Donc il y a deux cellules qui vont travailler sur ces deux points particuliers, que sont la vie dans l'espace public et le problème des gens. Ensuite, donc, ça reste sur la police municipale, mais donc, on a aménagé des nouveaux locaux pour la police municipale. Voilà, aménagement des locaux. Alors, on a utilisé les locaux laissés vacants par la gendarmerie. Et tu veux rajouter quelque chose là-dessus? La police en général. Oui, la police municipale, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie autorivelle, mais il y avait un chef de la police, c'était une institution autorivelle, puisque ça fait 35 ans, je crois, qu'il était à la police municipale. Et donc il a fallu le remplacer parce qu'il part à la retraite. Donc déjà c'est un travail énorme de remplacer l'ancien chef de la police municipale. Et finalement, tout se passe très bien parce qu'on a trouvé un nouveau chef de la police municipale qui fait très bien, qui remplit très bien son rôle et en plus qui nous donne des idées différentes. Oui, qui n'est là que depuis 25 ans. Et donc, il va y avoir une façon de travailler qui sera peut-être un peu plus moderne. Je prendrai juste un exemple. Tout ce qui est notifié est notifié sur des classeurs et des cahiers et des registres. Et donc on a demandé un logiciel, tout sera rentré dans le logiciel, et donc ça veut dire concrètement que quand il y aura une patrouille de police en ville, je prends encore un exemple, avec des travaux dans un endroit, la police aura juste à regarder sur son téléphone si jamais l'arrêté pour l'utilisation de l'espace public a bien été posé et jusqu'à quand. De même, pour les voitures tampons, on pourra savoir si la voiture est une voiture volée, etc. Au lieu de revenir à chaque fois à la police, peut-être attendre le lendemain et avoir une perte de temps et une perte d'efficacité. Voilà, c'est des pistes par rapport à ce nouveau fonctionnement de la police municipale. J'ajouterais aussi que c'est nouveau. En
collaboration avec la gendarmerie, qui est fait d'une façon aléatoire, aussi bien dans le temps que dans l'espace, des patrouilles mixtes, gendarmerie-police. Et ça sera développé. La participation citoyenne. Il y en a certains qui ont déjà assisté à des réunions de participation citoyenne. C'est tout simple, c'est de donner des renseignements par rapport à des gestes élémentaires, surtout par rapport au cambriolage. Donc c'est une espèce de collaboration des voisins, si vous voulez, pour sécuriser un petit peu indirectement, c'est pas la délation. Des gestes tout simples, comme on l'avait avant. Avant, on donnait les clés à quelqu'un pour arroser les fleurs, pour vider la boîte aux lettres. On va retrouver ça. Il y aura d'autres réunions de la participation citoyenne. Nous avons aménagé une partie des locaux de l'ancienne gendarmerie pour y mettre la police municipale. Ça s'est fait assez vite. On était un peu pressé parce que quand on laisse des locaux vides, on peut penser qu'ils risquent d'être squattés, tout ça. Donc on a décidé en ce premier temps d'utiliser les locaux une partie des locaux pour la police municipale. L'autre partie des bureaux sera aménagée en pôle social avec en particulier de nouveaux locaux pour le CCAS. Les études sont en cours en ce moment. Les logements des gendarmes, il y avait quand même 6 logements qui étaient 6 familles de gendarmes qui étaient logées là. Et quant à eux, on va les réaménager en résidence intergénérationnelle, avec un bail à réhabilitation consenti à un bailleur social qui chargera de tout. Ensuite, sur la voirie. Alors, sur la voirie, il y a pas mal de choses qui ont changé, parce que la commune, au 1er janvier 2019, a repris la compétence voirie, alors que jusqu'à maintenant elle était communautaire. Et donc dorénavant, la gestion ne passera plus par l'ancien SMIVOM, comme c'était avant la CCBA, mais se fera en direct. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, la voirie communale, pour laquelle nous sommes subventionnés à 41% par le département, sur des programmes pôle routier de 3 ans. Actuellement, nous sommes encore sur les travaux du pôle routier 2016-2018, qui doit se terminer, lui, avant le 31 décembre 2019. Et donc, nous engageons sur ce programme-là 230 000 € de travaux, hors taxes, travaux qui vont commencer à partir de lundi. Patrick, c'est bon? Confirmé? Si c'est pas trop chaud. En fonction de ce qui est subventionnable, nous allons engager également, avant la fin de l'année, 10% du pôle routier 2019-2021, qui représente environ, avant la fin de l'année aussi, 100 000 € hors taxe de travaux. Ensuite, deuxième partie, c'est les projets d'urbanisation, les trottoirs, les pistes cyclables, qui eux sont subventionnés seulement à 20%, d'accord, dans la limite de 150 000 € par an. Nous programmons dans ce cadre un aménagement de la route de Miremont, depuis le panneau d'agglomération jusqu'au passage à niveau, pour sécuriser un peu l'arrivée au collège. Ces travaux seront étalés sur 2 ans. Pour la circulation, ensuite, alors il y a 2 choses sur la circulation. La première chose dont je voudrais parler, c'est sur l'interdiction de la traversée d'autorive par les poids lourds. Voilà. Le 1er septembre 2018, nous avons pris un arrêté avec l'ensemble des maires de l'axe Villefranche-Capes, Cardouche, la Grasse-Dieu, Saint-Sulpice, Capes, pour interdire la traversée de nos communes pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes qui étaient en transit. Cet arrêté a été refusé par la préfecture car il a été jugé trop restrictif. Après discussion, nous avons mené avec Pascal là-dessus. Nous avons été donc à la préfecture, avec également la direction départementale du territoire.
et en faisant valoir les risques encourus par les enfants des écoles, nous avons obtenu une interdiction de 7h à 10h, de 11h30 à 14h et de 16h à 19h. Ça peut paraître assez bizarre, mais comme on pense que c'est les mêmes horaires pour les 6 communes. Et donc, comme il leur faut une bonne heure pour traverser, il leur reste peu de marche pour passer entre ces heures-là, donc sauf la nuit. Donc on a dit, ben, puisque vous acceptez ça, ben, nous on va le tenter aussi. En ce moment, donc, nous sommes en discussion dans le secteur routier pour la pose des panneaux, et aussi malheureusement le financement de ces panneaux, puisque on n'est pas sûr que le conseil départemental le prenne en totalité. Restera ensuite à la police municipale et à la gendarmerie à faire respecter cette interdiction. Alors, sur la circulation, est-ce que tu veux intervenir maintenant? Parce que là, il y a prévu après les commissions extra-municipales, mais bon, alors j'attends un peu. Ensuite, donc, la diapo suivante, c'est sur les référents de quartier. Non? Tu n'avais pas? Tu n'avais pas de référent de quartier. Alors, les référents de quartier, donc ça c'est une promesse de campagne. Elle a été mise en place et c'est surtout Pascal qui a mené cette action et je lui passe la parole. Merci René. Donc une nouveauté à Haute-Rive, c'était la démocratie participative, c'est-à-dire les citoyens partagent les décisions, partagent les moments avec les élus. Un volet, c'était la mise en place des référents de quartier qui s'est fait l'année dernière à l'occasion de la fête du lien. Il y a eu un appel à bénévoles. On était 69 bénévoles donc sur les 6 quartiers qui avaient été découpés sur Haute-Rive. Chaque quartier a ensuite fonctionné de manière autonome. Certains, avec peu de bénévoles, ont toujours peu de bénévoles. Et donc, on fait toujours cet appel à bénévolat. Je parle en particulier le quartier qui est un petit peu pauvre en bénévoles. On n'en a que quelques-uns, donc c'est un petit peu difficile. Martine qui est là, et l'élu référente, mais on aimerait bien que certaines autres personnes s'associent à elle dans ce quartier. Le quartier Madeleine-Ouest est aussi un petit peu, c'est un peu difficile avec Philippe Robin qui est là derrière, qui tient la garde là, qui tient la porte. Et un petit peu de mal aussi, pourtant c'est un quartier de nouvelle résidence, donc Madeleine-Ouest, où il y a peu de bénévoles, mais il y a eu un apéro dernièrement, fin mai, je crois qu'il a connu beaucoup de succès. Et à l'inverse, d'autres quartiers ont beaucoup avancé, se sont réunis à plusieurs reprises et certains ont même commencé à élaborer des projets assez conséquents. Je pense en particulier au quartier Madeleine, où là il y a un apéro dimanche de 11h à 15h sur les bords d'Ariège près de la médiathèque. Et là il y a un projet qui est en cours d'élaboration par cette équipe de référents. Robert les Espagnols a travaillé sur un projet d'aménagement de l'espace du City Park et médiathèque. Et le quartier Saint-Paul aussi propose des projets, notamment sur l'aménagement du parc du château. Donc vous voyez, il y a certains quartiers qui avancent. Celui des Hauts-de-Saint-Paul et de Michelet propose aussi des réunions. Michelet, on a un apéro encore, mais c'est demain. De 11h à 14h. Et là, je dois dire que sur l'ensemble des quartiers, les choses qui ont été faites, c'est un relais aussi de l'information des élus vers les bénévoles. Il y a énormément de relais qui s'est fait avec la CCBA, le service valorisation des déchets, et aussi avec les espaces verts. Il y a une cartographie qui a été mise en place, il y a eu une promenade dans différents espaces avec les référents de quartier et le CAUE, vous savez, le CAUE, le conseil en urbanisme, les architectes en urbanisme et en environnement. Donc il y a quand même des choses importantes et il y
il y a une richesse qui est exploitée par cet échange entre les élus et les référents. Et donc je vous invite et j'invite les personnes à adhérer encore à ce processus qui est toujours en cours et en évolution. Voilà. Merci Pascal. Alors ensuite, il y a eu la création de commissions extra-municipales. Une sur la circulation et l'autre sur l'animation. Alors sur la circulation, Cathy, je te donne la parole. Je ne vais pas la prendre très longtemps hein, parce qu'on a déjà chaud. Donc sur la commission circulation, l'idée c'était de rassembler les volontaires qui avaient envie de travailler sur ce sujet. Donc on a fait une première réunion, je dirais un peu d'autodiagnostic, et est apparu assez rapidement 3 grandes thématiques. Une thématique qui est autour des mobilités douces, donc tout ce qui est déplacement à vélo, mais aussi déplacement à pied, déplacement des personnes qui sont en situation de handicap. Un groupe qui travaille plutôt particulièrement sur la sécurisation des 2 grosses départementales qui nous traversent, hein, en est-ouest et en nord-sud, parce que là on sait qu'on a des vraies problématiques de traversée, de sécurité de trottoir, que ce soit en ville ou dans les zones un peu moins urbaines. Et donc le 3e groupe travaille lui plus précisément sur les questions de déplacement à l'intérieur des quartiers historiques, Madeleine et Saint-Paul. Alors en termes de travail, on est très satisfait de la façon dont ça s'organise parce que l'idée c'était de permettre que ce soit les citoyens, les participants qui animent et qui s'emparent des sujets. Et donc on est là nous, pour faire le relais, pour appuyer. Mais nos participants ont travaillé, ont donné de leur corps en faisant du vélo et de la marche et en faisant le diagnostic. Donc on est en train de finaliser une cartographie interactive qu'on va essayer justement, je pense, de mettre à disposition de tous les autorivins pour qu'ils puissent derrière nous donner aussi leur avis, qui nous a permis de faire un vrai diagnostic hein, sur tous les modes de déplacement. On est particulièrement avancé grâce au travail du groupe aussi sur les circulations douces, puisqu'on en est à un stade d'élaboration d'un projet de schéma cyclable que nous serons bientôt en mesure de pouvoir présenter en conseil municipal, porté par les citoyens qui ont participé et qui ont vraiment parcouru le territoire, identifié des axes prioritaires. Et ce travail-là, on va le poursuivre sur toutes ces thématiques. Donc c'est vrai que c'est un travail long, ça mobilise beaucoup de personnes, ils donnent de leur temps vraiment généreusement, mais ça nous permet aussi d'avoir un retour d'un peu tout le monde. Certains parcourent avec des enfants, d'autres sont plus âgés, d'autres circulent à vélo, d'autres à pied. Donc ça permet de balayer un peu toutes ces thématiques. Il y a un projet phare qui sera travaillé au sein de cette commission. Hein, tu n'en as pas parlé René, mais donc tu me l'as laissé, c'est formidable. C'est le projet de passerelle. Donc vous savez que nous portons déjà depuis 2014, nous avons ce projet de créer une passerelle sur l'Ariège pour sécuriser les déplacements de nos piétons, de nos personnes âgées, de nos personnes en situation de handicap et de nos cyclistes. Et ce projet aujourd'hui, nous sommes en train de recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui va nous aider, je dirais, à avancer le projet. Mais on a surtout pu profiter d'un travail qui a été réalisé en lien avec l'école d'architecture de Toulouse. Nous avons fait venir des étudiants dans le cadre de leur projet de fin d'études et ils ont travaillé sur la ville. Et cette question du franchissement est très importante et si on les écoute, c'est même pas une passerelle mais 2 que nous devrions avoir, hein, une plutôt à proximité du pont, collée contre le pont ou légèrement décalée, puisque c'est lors de ce travail avec les étudiants qu'a été mis en évidence peut-être l'intérêt de faire une passerelle qui relierait en fait le belvédère à la place de la Madeleine et qui ne soit pas forcément accolée au pont existant. Donc ces 2 hypothèses vont être étudiées par le bureau d'études et présentées dans la commission circulation et très certainement ensuite aux autorivins pour prendre l'avis. Parce que ce projet qui est important en termes de lien entre nos quartiers, mais aussi en termes financiers, c'est un engagement lourd que va prendre la collectivité à faire ce pont. Il faut qu'il soit le plus partagé possible, parce qu'en fait il intéresse pour nous tout le monde. Il va permettre de retrouver du lien entre ces 2 quartiers, de mieux desservir nos commerces, d'avoir des espaces de stationnement qui sont accessibles, des services aussi. Et donc c'est central. Et la deuxième, moi j'espère bien que un jour on pourra la porter, qui est apparue, qui était très intéressante, c'est plutôt du côté de la médiathèque,
pour relier en fait tous les espaces sportifs qui sont situés entre le bois de Notre-Dame, le terrain de rugby, les bords d'Ariège et toute la partie médiathèque, city-stade, etc. Et les terrains de tennis, j'ai oublié. Je ne fais pas de tennis, moi. Je marche, je fais du vélo, mais voilà. Je vais devoir m'y mettre, je sens, pour... vraiment. J'en ai fait dans ma jeunesse, mais pas trop. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans cet endroit, on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup d'équipements très proches à vol d'oiseau, sauf qu'à vol de pied, ils sont quand même relativement loin. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver à créer, avec ces traversées, une mise en valeur de l'Ariège. L'Ariège, elle est au cœur de la ville. Aujourd'hui, on lui tourne le dos. Et en fait, il faut qu'on se la réapproprie. Et les déplacements, c'est un bon moyen de s'approprier tout ça. Alors, c'est sûr que ce n'est pas demain. C'est peut-être après-demain. Mais l'idée dans tout ce travail, c'est de préparer toutes les conditions pour qu'on puisse développer et mettre en œuvre ces projets qui vont vraiment permettre du coup de voir un peu différemment notre ville. Et pour ceux qui ont pu voir les échanges avec les étudiants de l'école d'architecture, je pense que vous avez pu apprécier le fait d'avoir un regard extérieur, nouveau, neuf, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, et du coup sans aucune barrière, et avec des réflexions très larges. Vous pourrez d'ailleurs revoir ces travaux si vous le souhaitez. Nous ressortirons régulièrement les affiches. Nous avons refait une exposition ici à la mairie, et elles seront ressorties certainement dans les occasions pour que vous puissiez profiter de ce travail et qui est assez intéressant sur la manière dont on voit notre ville. Est-ce que c'est bon pour la circulation? Est-ce que je vais tout dire? Mais alors, les tyroliennes peut-être font partie aussi des moyens de déplacement. Il y a bien des villes où on fait des téléphériques, donc voilà, la tyrolienne est aussi à compter dedans. Merci Betty. Alors l'autre commission, c'est la commission animation. Et là, je vais donner la parole à Monique. Chantal n'est pas là, non, Chantal n'a pas pu être là, alors je peux en parler très simplement parce que c'est Chantal qui a mené ce projet. Donc en fait, nous nous sommes réunis pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes de la population en termes d'animation sur la ville. Bon, il nous est bien remonté que vous souhaitiez qu'il y ait beaucoup d'animation, que la ville organise de nombreuses manifestations pour que vous puissiez vous retrouver et vous rencontrer. Donc parmi les idées, bon, il y a bien des idées un petit peu, j'allais dire, non pas farfelues, mais un peu extravagantes qui sont ressorties. Et donc petit à petit, forcément, on s'est recentré sur les choses réalisables. Mais en tout cas, pour cette année, les commerçants se sont relancés dans une association et ont créé une fête des commerçants au mois d'avril qui se fera chaque année maintenant pour essayer d'animer la petite place devant l'école maternelle de l'Artre de Tassigny. Et peut-être à l'avenir, ils s'étaleront en fonction des commerçants qui viendront s'associer à leur manifestation. Ensuite, parmi les autres projets qui nous tenaient à cœur, c'est de faire de la journée du patrimoine une journée où tout le monde ait sa place. Donc on travaille avec certaines personnes qui sont là à ce projet et j'espère qu'on en fera quelque chose qui vous donnera envie d'aller découvrir le patrimoine de la ville et aussi de vous promener en ville. Donc on vous redonnera le programme parce qu'on a des idées assez intéressantes. Enfin, parmi les autres idées qui ont émergé, c'est avoir une vraie fête au moment de Noël avec de vraies animations. Et donc ce groupe-là souhaite faire un petit marché artisanal et artisan d'art de façon à vous proposer aussi à ce moment-là des moments festifs. Par ailleurs, donc, on avait comme idée de participer à la fête de la science. Alors bon, ça c'est en collaboration effectivement avec les écoles et le collège. Pour cette année, je ne pense pas qu'on arrive à le mettre en œuvre parce que le groupe de personnes qui étaient intéressées était vraiment trop petit et bon, il faut quand même du monde pour organiser une manifestation. Hein. Donc, mais on ne perd pas cette idée de vue et on va essayer pour l'année prochaine et de faire partir du programme national, et puisque c'est un programme national, et de trouver des bonnes volontés pour le mettre en œuvre. Voilà pour ce qui est de l'extra-municipal.
Bon, ce que je voulais profiter de ce moment pour vous dire qu'effectivement on a relancé et nous en sommes fiers. L'association des commerçants s'est relancée et essaie à nouveau de participer à toutes nos manifestations. Ils participeront à la fête du lien, mais aussi à la foire artisanale et peut-être même au forum de l'emploi. Donc voilà, moi je suis particulièrement contente d'arriver à ça, de recréer une cohésion entre tous les commerces, parce que c'est vrai que le commerce a tendance à se déplacer sur la nationale et contre ça, on ne peut pas vraiment lutter de toute façon. Hein. Bon, voilà, les surfaces elles y sont, mais recréer une dynamique avec les commerces qui sont maintenus au centre-ville, c'est important pour nous et on fera tout pour les aider dans cette démarche. Voilà. L'animation donc de la fête du lien. Bon, c'est Mathieu Gérard qui s'occupe de ce dossier. En principe, Mathieu il a du mal à arriver à 9h du matin. Et là, je pensais qu'à 7h du soir, ça pouvait aller, mais visiblement non. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Pascal? Et en excusant Mathieu qui était à une fête d'école pour ses enfants, donc il ne peut venir qu'à partir de 20h. Je ne sais pas si il est 20h. Oui. Alors la fête du lien, c'est la 2e édition au mois de septembre. Donc retenez les dates, il ne faut pas que je me trompe, je crois que c'est le 6, 7 et 8. Vous avez ces affichés là. Donc ça démarre le vendredi soir. Il y a une conférence à l'Oustal, ensuite une balade nocturne et au cours de toute la journée du samedi, il y a des animations, une balade nature avec un ornithologue, je crois un botaniste. Il y a aussi des animations pour les enfants, yoga, il y a une œuvre intergénérationnelle, un petit peu le même esprit, la même chose que l'année dernière, mais dans un style un peu différent, avec un concert aussi le samedi soir, le village éphémère qui présentera différentes associations locales. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, le pique-nique le samedi midi sur les bords d'Ariège, très important, et avec une animation musicale aussi. L'espace gratuité qui est organisé cette année, vraiment le foyer, et fait partie à part entière du projet. Donc il y a l'espace accueil des jeunes le samedi matin, un espace gratuité aussi dans la journée. Accueil et convivialité, c'est comme ça que ça s'appelle au foyer. Voilà. Voilà, si Mathieu pose autre chose, mais voilà. Bon, je pense que la CC a été dit. Ensuite, donc, il y a un flyer qui va être fait avec qu'est-ce qu'il nous reste encore? Alors, un conseil municipal des enfants a été créé. Joséphine, tu vas parler peut-être. Alors nous, on va le faire à 2 voix. Donc moi, je vais vous présenter la mise en place du conseil municipal et Martine vous présentera la mise en œuvre du conseil municipal. Donc en fait, effectivement, ça fait partie d'un engagement de campagne que nous avions. Et un an après nos élections, nous avons procédé aux élections des enfants. Donc en fait, ça s'est passé de la façon suivante. En novembre, il a été voté à l'unanimité en conseil municipal cette création du conseil municipal des enfants. Donc ça concerne les enfants de CE2 et CM1 dans un premier temps, puisque l'idée, effectivement, puisqu'ils vont faire la transition avec le collège, puisque c'est un mandat de 3 ans, donc après de créer un conseil municipal des jeunes. Donc le 7 novembre 2018, donc ensuite, en novembre 2018, nous avons voté ce conseil municipal des enfants et en décembre, nous faisions un appel à candidature puisque la commission extra-municipale est constituée d'élus, mais il était aussi important pour nous que nous puissions avoir des enseignants, des citoyens, voilà, toute personne qui se portait candidat pour participer à ce groupe d'élaboration, puisque dans un premier temps, il s'agissait de constituer
le conseil municipal dans son organisation, mais aussi d'effectuer un règlement intérieur. Voilà, donc nous avions, Martine et moi, déjà travaillé sur un pré-projet qui a pu être présenté à un premier groupe d'une quinzaine de personnes. Et nous étions appuyés essentiellement sur le modèle de Labarthe-sur-Lèze, puisque nous avions rencontré l'adjoint à la culture Jean-Jacques Martinez, et sur des recherches, des recueils de données à travers Internet et autres. Et une association, l'ANASEJ aussi, qui s'occupe des conseils d'enfants et de jeunes. Donc ensuite, il y a eu 2 ou 3 réunions pour élaborer ce conseil municipal des enfants. Et nous étions arrivés à une vingtaine de personnes en tout dans cette commission, puisque les directeurs des différents groupes scolaires étaient tous représentés et étaient présents à chaque commission. Donc c'est important de le dire aussi, puisque après il fallait qu'il y ait une campagne sur les écoles, enfin voilà. Et voilà. Et ensuite nous avons aussi, parce que travailler à 20 personnes en si peu de temps, puisque le travail a commencé en décembre pour des élections en février, voilà, c'était un peu, alors fort intéressant, mais du coup un peu laborieux. Donc nous avions décidé de mettre en place un comité de pilotage pour en faire le suivi et arriver à l'élaboration et à la mise en œuvre. Donc là, je laisse la place à Martine. Donc les enfants ont été élus, alors la date c'est... Oui, au mois de février. Donc à la suite de cette élection, ils ont pris leurs fonctions. La première réunion de travail dans laquelle ils se sont présentés et où a été fait une synthèse en fait de toutes les idées qu'ils avaient eues pendant la campagne, parce que les affiches de la campagne électorale étaient extraordinaires dans toutes les écoles. Et donc ils ont fait une synthèse et sont sortis en fait de cette synthèse des projets phares. Donc dans ces projets phares, il y avait la circulation. Comment je vais à l'école, de quelle manière et comment je peux améliorer mon trajet jusqu'à l'école, comment je peux le sécuriser. Cette commission en fait va travailler sur un questionnaire. Ce questionnaire a été donné à toutes les écoles et les enfants sont en retour d'analyse de ce questionnaire qu'ils vont travailler avec la commission de circulation de la commune pour pouvoir donner leurs idées et essayer de faire avancer les choses. Sont aussi sortis de toutes ces affiches des projets importants sur la propreté de la ville. Les enfants sont très sensibilisés à la propreté, aux déchets et à la manière de vivre dans la ville. Donc ils ont créé des commissions, ils se sont tout seuls désignés, en fait ils ont dit moi je veux, donc en fait il y a une commission de 16, une commission de 8, et voilà, ils ont créé des commissions et chacun va travailler sur un sujet. Concernant la propreté, ils sont en train d'élaborer des projets pour mieux vivre dans la Haute-Rive avec des choses propres et jolies. Et d'ailleurs, ils vont organiser pour la fête du lien, puisqu'ils vont participer à la fête du lien, un ramassage, propreté au bois de Notre-Dame, et ils comptent bien sensibiliser les grands aux poubelles, à la manière de se comporter dans les espaces verts de la ville. Voilà, donc ils sont au travail, et ils sont très intéressés, et je vous assure qu'ils s'y tiennent. Voilà. Je rectifie, le mandat est de 2 ans. Merci. Merci Martine et Joséphine. Pour leur projet, il faut un petit budget. Alors, comme vous savez qu'on n'a pas augmenté les taux d'imposition, je ne sais pas si on va pouvoir... Enfin, on a promis 5 000 euros. 5 000 euros pour dépenser. Demain matin dépenser 5 000 euros. Non, mais travailler sur ce qu'ils veulent faire à partir de septembre. D'accord. Alors, donc, je répète, donc, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition. Nous avons même baissé cette année de 20 points le taux de fonctionnement bâti qui me semblait, à 119 et quelques pourcents, qui me semblait excessif. J'ai proposé aussi un conseil communautaire une baisse d'un point du taux de TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour ceux qui ont 2 passages ordures ménagères par semaine, qui sont de 15% de taux. Mais je l'ai bien regretté, cette baisse a été refusée par l'Assemblée, mal comprise. Mal comprise, bon,
pourtant c'est moi qui normalement suis vice-président de finances de la communauté de communes, mais là, je veux dire, je n'ai pas été suivi par l'ensemble de l'Assemblée. Ça ne nous empêche pas de travailler en concertation et sans problème avec la communauté de communes. Nous sommes 3 vice-présidents. Il y a Monique qui est en charge, Monique Duprat qui est en charge de l'emploi, Joséphine alors c'est compliqué, enfance, petite enfance et jeunesse. Et moi donc France. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a mis en marche le CCAS. Et Annick Mélina a pris en charge en particulier, Annick qui ne pouvait pas être là ce soir, a pris en charge le logement social, en particulier en préparant les dossiers pour les bailleurs sociaux, qui choisissent correctement les locataires. Ensuite, Joanne en a parlé tout à l'heure, les gens du voyage. Voilà, c'est toute une histoire que je suis obligé de faire. La commune, depuis 2001, est dans l'obligation de construire une aire d'accueil de 20 places pour les gens du voyage. Cette obligation n'étant pas respectée, toutes les demandes d'expulsion des gens du voyage sédentaires au niveau d'Ariège ont été refusées. Je vais être un peu polémique là. Pendant 4 ans, l'équipe précédente n'a pas travaillé sur ce dossier, trop contente de s'en débarrasser, puisqu'au 1er janvier 2017, la compétence est devenue communautaire. Mais tout ne va pas se régler par miracle, d'autant plus que l'obligation d'une aire d'accueil reste sur la commune d'Haute-Rive, car c'est la seule de la communauté de communes qui a plus de 5000 habitants. Ce que nous proposons, nous, en accord avec le nouveau schéma, là je suis un peu en avance peut-être parce qu'il n'a pas encore été adopté, mais bon, on a discuté en réunion avec les responsables, donc le nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage, où il donnerait la possibilité de faire une aire d'accueil de 12 places et des terrains familiaux de 8 places pour les sédentaires. Donc une aire d'accueil pour ceux qui voyagent réellement, des terrains familiaux pour les sédentaires. Un recensement des occupants du site a été réalisé, du site d'Ariège, et une solution, un logement social peut être proposée à une famille, mère, père et fille et petite fille, une famille. Pour l'autre famille, la plus importante, nous allons proposer des terrains familiaux qui seront gérés par l'OPH 31. Une proposition a été faite pour l'achat d'un terrain. Il faut savoir que maintenant, tous les occupants ne peuvent plus rester sur le site d'Ariège pour des raisons d'inondabilité, de dangerosité, publiées qui pourraient s'abattre sur les caravanes, et d'hygiène, puisqu'ils ne bénéficient d'aucun assainissement. C'est vrai que j'ai pu paraître un peu timoré à certains sur ce dossier, mais on ne peut pas me demander, à moins d'un quart de mandat, de régler un problème qui n'en a pas été en 3 mandats. Avant de terminer sur notre sujet, je voudrais rajouter que nous faisons un effort sur la communication, en faisant apparaître 3 bulletins municipaux par an, faisant vivre le site de la mairie et sa page Facebook. N'est-ce pas, Gabriel? C'est bref, bonsoir. Oui, moi je dirais 4 adjectifs pour la communication. Elle est plus large, elle est plus fréquente, elle est plus accessible et surtout, je dirais, mais ça, on y travaille dessus, plus efficace. Donc, tu viens de le dire, on a mis en place l'étape 1, ce que j'estime être l'étape 1, c'est-à-dire la multiplication des outils. Les outils, donc la page Facebook, bien sûr, qu'on vient de créer, le site internet qu'on a fait quand même revivre, avec davantage d'articles, davantage à fréquence hebdomadaire. Également, donc, un bulletin municipal plus fréquent. On fait maintenant, je crois, donc 3 fois par an, voilà, au lieu d'une fréquence semestrielle. Voilà. Et donc oui, l'étape 2 maintenant, on tâche à être
dans une communication plus efficace et qui anticipe davantage. C'est-à-dire, je m'explique. Je dis un exemple assez récent. Donc il y a eu, vous l'avez vu, donc, des travaux donc, sur le pont de l'Ariège au niveau des trottoirs. Et bon, certaines personnes s'étaient plaintes de ne pas être prévenues. Et on travaille à ça justement, c'est-à-dire en organisation interne, on va travailler à ce que justement les services entre eux puissent donc communiquer et ce réflexe de dire d'un service à l'autre comment on